Cette vidéo est sponsorisée par vous. Si vous aussi vous avez l'envie et les moyens de m'aider à la création de mes vidéos et de participer à la vie de la chaîne, des pages de financement participatif se trouvent en description. Le bisou. Camarades, bonjour. Nouvelle saison, nouvelle série, nouveau programme sur la chaîne. Je vous avais consulté cet été pour savoir vers quel type de piste vous voudriez vous diriger. Tout naturellement, vous êtes dirigé sur la suite des aventuriers normands en Méditerranée. Bien qu'on a vu la mort de Robert Guiscard, vous vous êtes plutôt penché sur la suite de ces aventures. Et cette suite, il y en a bien une. Bien que le paternel soit passé ad patres, son fils aîné, qu'on connaît sous le nom de Marc de Hauteville, et qui va passer à la postérité sous un autre nom, a eu des aventures relativement similaires. Par un habile jeu politique, il ne va pas hériter du duché d'Apulie, on verra ça ensemble, mais passer sous la postérité comme probablement le Hauteville le plus connu en Méditerranée. Son nom, pour paraphraser Jean Fleury, Bohémond d'Antioche, chevalier d'aventure. Alors, avant toute chose, il fallait que je sois honnête avec vous avant de commencer cette série. Je me sentais pas de me lancer là-dedans sans vous faire ce petit préambule. Toute proportion gardée, avec les grands historiens qui étudient la question, je suis qu'un simple vulgarisateur, mais ma méthode de recherche et de travail est assez similaire. C'est une méthode universitaire, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, je vous ai déjà expliqué ma formation, c'est comme ça que je bosse. C'est comme ça que je me suis dit que ce serait une bonne idée de se lancer sur YouTube, faire une vulgarisation en utilisant mes méthodes de recherche universitaires apprises au sein de mon cursus. Bref, au sein de cette méthodologie, il y a une chose qu'on nous apprend en histoire et même dans toute discipline scientifique, c'est que quand il y en a, il faut savoir reconnaître ses biais de recherche. Et là, pour cette série, il y en a. Le plus souvent, les biais de recherche sont des biais de confirmation, où le chercheur va chercher à prouver son point de vue, sa théorie, en se mettant des œillères, consciemment ou non, pour aller que dans son sens. Mais on peut aussi trouver des biais un peu plus inconscients, comme des biais de recherche politique, culturels, religieux, affectifs, bref, histoire d'encenser quelque chose, une période ou un moment clé selon son prisme de recherche. Et avec Bohémond, un prisme, il y en a un prisme affectif. Alors, je vous fais pas ce préambule pour vous dire que la série va être merdique et que je vais encenser le prince normand. Loin de là, si vous connaissez un peu la chaîne et mon travail. Mais toujours est-il que je me lançais pas dans ce projet avec le plus de confiance en moi. J'avais ce biais de recherche affectif, dû notamment au fait que c'est avec Bohémond que j'ai découvert le XIe siècle. C'est avec Bohémond que j'ai découvert les croisades, c'est avec Bohémond que j'ai découvert les conquêtes des Normands en Méditerranée, qui est mon acte de recherche principal sur cette chaîne, et même dans ma vie personnelle. C'est aussi avec Bohémond, ou plutôt avec Jean Fleury, que j'ai réussi à apprécier à lire des livres d'histoire, car la plume de Jean Fleury est à mon sens un bonheur à lire. Et plus naturellement, c'est avec Bohémond et ce contexte-là que j'ai appris que l'histoire, c'était pas chiant. Que la medieval fantasy n'a rien inventé en termes de cliffhanger et d'épicness, et que rajouter des conneries dans les films pour rajouter des conneries parce que l'histoire n'est pas assez épique ou assez romancée, en fait, c'est peut-être la plus grosse connerie, encore une fois, à faire alors que l'histoire s'écrit toute seule. Mais pour l'heure, du moins pour aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Alors j'en ai fini avec les préambules, vous inquiétez pas, mais toujours est-il que, en fait, la vie de Bohémond, on connaît beaucoup de ce contexte de croisade, une fois qu'il est bien adulte, bien posé, et qui part faire coucou en Anatolie, puis en Syrie-Palestine pour fonder sa principauté à Antioche. Mais de ce qu'il y a avant, on n'en connaît pas grand-chose. Et c'est avec ça qu'on va commencer aujourd'hui. On va essayer de pas trop se répéter sur la série avec Robert Guiscard, que je vous conseille si jamais vous ne l'avez pas encore vu, mais toujours est-il qu'aujourd'hui on va voir celui qui n'est pas encore connu comme étant Bohémond d'Antioche, ni même comme étant Bohémond de Tarente, mais remonté aux années 1050 pour celui qui vient de naître et qui est connu parmi les Normands comme étant simplement Marc de Hauteville, le premier-né de Robert Guiscard. On ne sait alors que très peu de choses sur l'enfance de Bohémond et même sur sa naissance. Sa date exacte nous est inconnue. On sait qu'il serait né quelque part entre 1052 et 1057. Pourquoi 1052 ? J'ai trouvé aucune piste là-dessus, probablement parce qu'on n'a aucune mention de Bohémond avant cette date. Et pourquoi 1057 ? Car c'est à cette date que Robert va devenir comte, et avec cette nouvelle titulature, va répudier sa première épouse, la mère de Bohémond, pour épouser justement Sikelgaith de Salerne, ce qui va foutre un gros bordel.
Bref, Bohémond serait donc né entre cette période de 1052-1057 à San Marco Arentano. Robert, encore tout jeune baron sous les ordres de Onfroy à cette époque, a épousé une tante d'un des autres barons normands, une certaine Aubrey de Buenabalgo. Et c'est Aubrey, qui est donc la mère de Bohémond, mais également la mère de la sœur de Bohémond, Emma, qui sera à son tour future mère de Tancred de Hauteville, là aussi un haut personnage qui aura son léger impact lors des croisades, on le verra. Ainsi, tant que Robert est un simple Normand, ce mariage le satisfait pleinement et la famille est des plus heureuses. Sauf qu'en 1057, quand le frère de Robert meurt et que Robert est nommé comte par les barons normands, son mariage ne le satisfait pas plus que ça. Officiellement, il va répudier sa femme pour cause de consanguinité, mais officieusement, c'est qu'en tant que comte des Normands, se marier à la tante d'un de ses barons, c'est pas foufou en termes d'alliance. Il préfère alors épouser une des proches parents des princes lombards de Salerne, Sikelgaith de Salerne. Avec Sikelgaith, il va avoir plusieurs enfants, notamment encore une fois un premier fils, Roger Borsa. Et ce premier fils va alors causer de nombreux troubles dans la famille, puisque Sikelgaith ne va jamais bien blairer Bohémond et sa sœur Emma, et ça le message va plutôt bien passer à chaque repas de famille. Bâtard. Quand j'y pense, je crois que j'aimerais mieux être la tante d'un cochon pesteux. Mais vous dites rien, vous? Oh, moi je la connais, moi, c'est bon de profiter, allez. Oh. Côté éducation, là aussi, on n'a que très peu de pistes. D'après Jean Flory, le jeune Marc a été éduqué à la cour de Robert Guiscard, le comte, puis le duc. Vous connaissez l'histoire. Du coup, le jeune Marc a côtoyé diverses personnes issues de tous horizons du monde méditerranéen. Il a côtoyé des Lombards, des Normands, des Italiens, des Grecs, des Byzantins, des Arméniens, des Turcs, des Arabes, des musulmans, des chrétiens, des Allemands, bref, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces rencontres ont alors poussé Bohémond à devoir peut-être maîtriser plusieurs langues. Du moins, sans qu'on sache trop à quel âge il les a appris, on sait que ce dernier a parlé justement plusieurs langues dans sa vie. Les documents retrouvés montrent que Bohémond parlait certes la langue des Normands, mais également devait parler ou du moins comprendre, lire ou savoir écrire le latin, car on a trouvé une charte à Antioche signée de sa main. On a aussi retrouvé dans le même genre un papier, signé en 1085 à Tarente, écrit en grec, donc Bohémond devait savoir soit le lire, l'écrire, ou le parler, ou du moins le comprendre. Toujours est-il que d'après Jean Flory, c'est également en grec que Bohémond s'exprimait quand il rencontrait les Arméniens lors de la première croisade. Enfin, toujours et encore une fois d'après Jean Flory, mais ce qui n'est pas non plus déconnant, il est fort probable que Bohémond ait réussi à maîtriser quelques rudiments d'arabe afin de se faire comprendre une fois en Syrie du Nord, ou peut-être même en Sicile, pour aller aider son oncle. Bref, toujours est-il que Robert, tout bourrin qu'il soit, il a préparé ses gosses du mieux possible. Il leur a appris à comment affûter une arme, mais aussi à comment parler plusieurs langues afin d'asseoir leur domination sur des peuples tout à fait différents. Compte jusqu'à 20. Non, écoutez-moi, Junior père. 1, 2, 3, 4. En grec. Ena, Theo, Tria. Côté physique, pour savoir à quoi il ressemble, un portrait de lui étant gosse ou adolescent, on n'en a pas. Par contre, un peu comme Robert Guiscard, on a là aussi un portrait décrit par Anne Comnène, qui décrit le Bohémond dans tous les détails, à un âge assez avancé de sa vie quand même, il faut bien le mentionner. Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, je vous la cite. Pour le dire en bref, on n'avait jamais vu auparavant sur la terre des Romains homme pareil à celui-là, barbare ou grec, car sa vue engendrait l'admiration et sa renommée l'effroi. Pour le décrire plus en détail, la physionomie de ce barbare, il était d'une si haute stature qu'il dépassait de presque une coudée les plus grands. Il était mince, sans embonpoint, avec les épaules larges, la poitrine développée, les bras vigoureux. Sa personne dans l'ensemble n'était ni décharnée ni corpulente, mais parfaitement proportionnée et conforme pour ainsi dire au canon de Polyclète. Il avait les mains fortes et était solidement campé sur ses pieds, avec un cou et la carrure robuste. Il paraissait légèrement voûté à un observateur attentif, non pas à cause d'une infirmité des vertèbres de l'épine dorsale, mais à ce qu'il semble, parce qu'il était légèrement courbé de naissance. Il avait la peau très blanche, mais sur son visage, le blanc se mêlait au rouge. Sa chevelure était blonde, et ne lui tombait pas sur les épaules comme celle des autres barbares. Cet homme a en effet pas la manie des cheveux longs, mais il les portait coupés jusqu'aux oreilles. Sa barbe était-elle rousse ou d'une autre couleur, je ne pourrais le dire, car le rasoir avait laissé sur elle qu'une surface aussi polie que le marbre. Cependant, elle semblait bien être aussi rousse.
Ses yeux bleus exprimaient à la fois le courage et la dignité. Son nez et ses narines respiraient l'air librement. Sa poitrine était proportionnée à ses narines et ses narines l'étaient à sa large poitrine. Par les narines, en effet, la nature a donné libre passage à l'air qui en sort en bouillonnant du cœur. Il se dégageait, en ce guerrier, un certain charme, en partie gâté cependant par un je ne sais quoi d'effrayant qui émanait de son être. Car tout, en cet homme, tout dans sa personne était dur et sauvage, à la fois dans sa stature et dans son regard. Son rire faisait même frémir l'entourage. Corps et âme, il était ainsi fait que le courage et l'amour se hérissaient en lui, de tous deux, et regardaient vers la guerre. Corps et âme, il était ainsi fait que le courage et l'amour se hérissaient en lui, et tous deux regardaient vers la guerre. Il avait l'esprit souple, rusé et riche en subterfuges en toute occasion. Ses paroles étaient en effet calculées, et ses réponses toujours ambiguës. Cet homme, à ce point supérieur, ne le cédait qu'à l'autocrator, sous le rapport de la fortune, de l'éloquence et des autres dons de la nature. Pour ses premiers faits d'armes, là en revanche, on commence à avoir un petit peu plus de matière, même si je dois bien vous le dire, pour les tout premiers, on n'a pas grand chose. Il est probable que Bohémond ait participé au siège de Bari en 1071, par déduction. Car à cette époque, quand Robert va feindre sa mort et que le pape va déclarer Roger Borsa héritier légitime de Robert, non pas Bohémond, Roger a environ une quinzaine d'années pour pouvoir être déclaré successeur de Robert. Sauf que Bohémond est donc un peu plus âgé, devait être adulte et a certainement participé au siège de Bari. Toujours est-il, en revanche, que le premier fait d'armes véritablement attesté date de 1078 à Troya, en pleine révolte des barons. Je vous laisserai accéder à la vidéo si jamais vous avez envie, dans la playlist sur Robert. Bohémond dirigeait alors une petite troupe qui se fait battre à plat couture par les barons et perd la ville de Troya. La ville qui devra être reprise par Robert quelques mois plus tard, et les débuts de Bohémond en tant que chef de guerre sont alors assez compliqués. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Enfin, là on a véritablement pas mal de documents sur le sujet et qu'on peut qualifier de première vraie campagne pour Bohémond, car il va jouer un rôle majeur dans cette dernière, c'est bien sûr la campagne des Balkans de 1080 qui aboutira à la mort de Robert Guiscard. Cette campagne, encore aujourd'hui, on n'en connaît que mal les origines. Ça peut être une volonté de Robert Guiscard de partir en Orient, dans un contexte de pré-croisade, mais également une volonté de Robert d'aller taper sur les Byzantins afin de récupérer du pognon, et pourquoi pas quelques fiefs dans les Balkans ou en Grèce, car en Italie, on commence à être un peu à l'étroit, mais aussi, pourquoi pas, une volonté de placer Bohémond sur le trône impérial. Faut dire que Robert, la tête, elle est comme ça, ou pourquoi pas, d'après Francesco Panarelli, qui avait écrit la première biographie de Bohémond à ma connaissance, une volonté de placer justement Bohémond sur le trône des Balkans, en tant que roi des Balkans ou duc des Balkans, afin d'apaiser un peu la succession de Robert, car maintenant que le pape a tranché, Robert le sait, Roger héritera de l'Italie, et Bohémond, qui est un poil plus habile aux armes, un poil plus soutenu par les chevaliers et qui est autrement plus rusé que Roger Borsa, risque de faire des troubles à la succession. Du coup, un fief pour chacun de ses fils aînés, et il pense pouvoir acheter la paix. Mais pour l'heure, cap sur les Balkans. Cette campagne des Balkans est alors une véritable épreuve du feu pour Bohémond. En effet, pour lui, il voit l'opportunité de se tailler un fief, mais aussi un avenir, puisque Roger ne lui laissera que les miettes à la mort du paternel. Et en plus de ça, Bohémond est nommé commandant en second de Robert Guiscard. Il doit donc tenter de marcher dans les pas de son père, mais enfiler les bottes du Robert, ça va être compliqué. Et Bohémond va devoir se tailler une réputation parmi les chevaliers, voir s'il a les épaules assez larges pour remplacer le Guiscard renard. En 1081, Bohémond part avec l'avant-garde, dans le but de préparer l'arrivée de son père avec le gros des forces. Ils arrivent dans les environs d'Avlona, en actuelle Albanie, car la baie fournira un très bon pied-à-terre pour l'invasion normande. Les ordres de Bohémond sont alors assez simples. Son premier objectif est de sécuriser la baie afin de permettre à la flotte de son père de pouvoir y stationner. Le second est de capturer Avlona, et enfin, objectif bonus, dévaster la région afin de récupérer vivres et richesses qui ne seront pas de trop. Et ces tâches, Bohémond les réussit toutes sans souci. Il prépare alors au mieux le débarquement de son père, et prépare l'invasion de Corfou, qui fera une base de lancement encore plus tenable. Et ça, on ne le sait pas depuis la propagande normande, mais bien depuis la plume d'Anne Comnène, qui reconnaît en Bohémond l'équivalent de Robert, mais également de l'autocrator son père, pour la citer, en termes de maîtrise martiale, ce qui est rare pour être souligné.
On sait également, grâce à elle, et je la cite, que Bohémond tombe alors comme la foudre sur les cités de Canina, Jéricho et Avlona. Avec ses premières victoires en poche, Bohémond et Robert partent alors pour Dyrrachium, le bastion de la région. Le point clé, s'ils contrôlent Dyrrachium, ils contrôleront l'Albanie et probablement aussi les Pyres. Les deux hommes se divisent alors en deux, Robert passera par la mer et Bohémond par la terre. Sauf que Bohémond par la terre va devoir traverser de nombreux marais et de nombreux fleuves qui vont être en crue, et Bohémond n'arrivera que devant la cité aux alentours du 17 juin 1081. Alors, je vais pas vous refaire tout le siège, on l'avait vu en détail justement dans la série sur Robert dans les derniers épisodes, je vous dirige là-bas si jamais ça vous intéresse. Toujours est-il que dans ses premiers temps de siège, Bohémond va manquer de peu de perdre la vie. Il va être envoyé par Robert avec la flotte pour rencontrer les Vénitiens afin de négocier un accord. Sauf que les Vénitiens vont lui mettre à l'envers et Bohémond va risquer de mourir noyé et va perdre une grosse partie de la flotte. En accostant près de Dyrrachium pour rejoindre son père, on apprend alors la terrible nouvelle, au courant de juillet 1081, Alexis est en marche de Dyrrachium. Il arrive avec une immense armée, composée de Francs, d'Arméniens, de Grecs, de Byzantins, mais également de Bulgares, de Turcs, et aussi de nombreux Anglais et Saxons, qui ont fui l'Angleterre depuis la fatidique date de 1066. Le 15 octobre, l'armée d'Alexis pose alors ses valises devant Dyrrachium. Les Normands sont pris dans un étau, et le 18, la bataille est officiellement déclarée. Bohémond, comme tous les autres Normands, est pris dans la volonté de Robert Guiscard qui vient de cramer toute sa flotte afin d'empêcher tout retrait et peut-être motiver ses troupes, suivant l'exemple similaire de Guillaume à Hastings, quelques années plus tôt justement, qui avait fait la même chose. Bref, Bohémond ne pourra pas se replier, il va devoir faire ses preuves. Et en plus de ça, la veille de la bataille, en tant que second, il va être alors nommé pour pouvoir gérer la veille de la surveillance du camp. Il va ainsi surveiller toute la nuit du 18 au 19 octobre, jusqu'à l'aube, que la bataille éclate. Bref, Bohémond va alors devoir livrer le combat de sa vie, et pour ça, il a même pas pu dormir 4 heures. Ça commence mal pour le rusé normand. Encore une fois, je vais pas vous refaire tout le déroulé de la bataille, on l'avait vu dans les moindres détails. Toujours est-il que les Normands subissent dans un premier temps. Anne Comnène rapporte que la victoire normande est due à Sicklegate qui arrive à haranguer les troupes, perché sur son cheval, en armure et qui empêche les hommes de se jeter dans la mer et les renvoyer au front. D'après Guillaume de Pouille, qui lui est un grand fan du duc, c'est grâce à Robert qui réussit à réunir la plupart de ses troupes en une dernière charge de cavalerie frontale sur les lances byzantines, rompre la phalange et ainsi mettre le déroute dans les troupes grecques qui s'enfuient à tour de bras. Par un espèce de coup de poker énorme comme ça, et par beaucoup de chance, les Normands arrivent alors à retourner le cours de la bataille. Les Byzantins entrent en déroute et Alexis lui-même se retrouve vite menacé et même blessé, si on en croit Anne Comnène. L'empereur décide alors de se carapater, ses troupes font de même, et les Normands arrivent ainsi à capturer les positions byzantines. La tente impériale est même capturée par les Normands, ce qui a dû pas faire super plaisir à l'autocrator. Pas d'ordre chez moi. Descendez de cette table. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. En février 1082, la citadelle de Dyrrachium, qui est tenue par les Vénitiens pour le compte de l'Empire byzantin, finit alors par se rendre à Robert Guiscard. La cité est tombée pour de bon, et Robert va alors pouvoir soumettre comme ça rapidement les autres cités avoisinantes qui vont imiter Dyrrachium. On parle d'Ochrida, de Castoria et aussi de Larissa. Bref, un peu plus tard, Robert va devoir alors rentrer en Italie. Le pape l'appelle à l'aide, l'empereur allemand a décidé de faire des siennes, et en tant que protecteur de la papauté, Robert n'a pas le choix. Il laisse alors le commandement à Bohémond, qui passe d'officier en second de la conquête à celui qui devra gérer le reste de la conquête, ou du moins temporiser un maximum. Car Robert le sait, ça risque d'être compliqué, Alexis a certes pris une tétée, mais a encore pas mal d'hommes et d'argent pour lever une autre armée. Même si la route de Constantinople semble être ouverte, Bohémond ne devra pas trop avancer. Il devra sécuriser les positions et tenter quelques conquêtes dans les cités avoisinantes. Au printemps 1082, Bohémond part de Castoria pour aller à Ioannina, qu'il capture et fortifie. Il en profite également pour recruter des Grecs locaux, en expliquant que Alexis est vaincu et certains des Grecs sont plutôt enclins à rejoindre le discours normand. Ils font le pari des nouveaux seigneurs et décident de rejoindre Bohémond. Pendant ce temps, Alexis, lui, prend le temps. Il sait que Robert est loin, et que Bohémond est inexpérimenté. En plus de ça, il est loin de ses bases arrières, et du coup, la stratégie de Bohémond devrait être assez simple, d'après Alexis.
Pour lui, le Normand utilisera à foison la technique favorite normande, celle de la charge lance-couchée de cavalerie, et du coup, il décide de mettre en place une tactique afin de lutter contre la cavalerie normande et renverser comme ça en une bataille le cours de la conquête. Il décide de faire venir de nombreux chars hérissés de lances, les mettre au centre de son dispositif, et les Normands viendront s'empaler d'eux-mêmes sur les chars byzantins. Oh, génial, César. Où vas-tu chercher des idées pareilles? Bohémond, sans qu'on ne sache trop comment, Anne Comnène nous dit qu'il était au courant grâce à des espions, on n'a jamais trop trouvé de preuves, arrive alors à déjouer la technique de l'empereur. Faut dire que faut pas non plus être le plus grand génie militaire pour voir que quand t'as des pics face à toi et que t'es monté sur un bourrin, il vaut mieux les éviter. Bref, Bohémond fait alors décrocher au dernier moment sa cavalerie, enveloppe l'armée byzantine sur les ailes et défait l'armée byzantine en subissant que très peu de pertes. La première bataille ouverte entre Bohémond et Alexis est sans équivoque. Bohémond a mis une déculottée à l'empereur et ce dernier ne l'avait pas vu venir. Le Basileus parvient alors à se réfugier à Ochrida, mais là-bas, il n'est même pas poursuivi par Bohémond, qui va décider de temporiser, prendre son temps et réfléchir. Faut dire qu'il attend simplement le retour de son père et ne veut pas faire de conneries. Il a réussi une grande victoire face à l'empereur byzantin, faudrait pas tout perdre d'un coup. Du coup, Alexis met en place une nouvelle stratégie pour lutter contre le Normand. Il l'a vu, Bohémond sait se servir de sa cavalerie, et encore une fois il est convaincu que Bohémond ne sait se servir que de celle-ci et va l'utiliser à foison. Du coup, dans la plaine, dans les environs d'Ochrida, Alexis va faire dispatcher de nombreux hérissons de fer, si on en croit Anne Comnène, donc probablement des chausses-drapes, afin de percer les sabots des chevaux. Toujours est-il que Bohémond, sans qu'on sache encore une fois trop comment, s'il était au courant ou non, ou juste s'il avait des yeux, et qu'il a vu que le terrain était miné, a décidé cette fois de non pas utiliser sa cavalerie, mais de contourner par les flancs avec ses piétons l'armée grecque. Encore une fois, les flancs byzantins se font attaquer, l'armée grecque entre en déroute, et Alexis est battu à plat de couture pour la deuxième fois consécutive. 2-0 pour le jeune Normand. Petite mise en garde à cette histoire. Alexis doit alors trouver une solution, et se replie à Constantinople. Et là, il le sait, Bohémond ne pourra pas faire grand chose, il a pas les hommes, ni même le temps d'assiéger la ville. Pendant ce temps, comme le souligne encore une fois Jean Flory, Bohémond, probablement sur les ordres de son père, se concentre alors à sécuriser ses positions, et ne poursuit pas l'empereur. Il s'empare des cités et des places fortes dans un triangle entre Castoria, Moglena et Larissa. Il capture par exemple Veria, Servira, Bonena, ou encore justement Moglena. Tout semble aller alors pour le mieux pour la toute première campagne de Bohémond. Il enchaîne les victoires, temporise, assoit son butin et est respecté par ses hommes. Et forcément, c'est là que ça va commencer à clocher. À la moitié d'année 1082, Bohémond voit sa première défaite à Ostrovo qu'il n'arrive pas à capturer. S'ensuit alors, d'après Anne Comnène, une sorte de conspiration de ses lieutenants normands. En effet, un certain Raoul de Pontoise, un certain Guillaume et Renaud auraient alors trahi le jeune Normand pour rejoindre les Grecs. D'après Anne Comnène, c'est probablement parce que ces derniers auraient accepté une sorte de prime pour se faire engager comme mercenaires, comme il était de coutume. Car faut dire que si les Byzantins redoutent les Normands, faut dire que depuis le temps ils prennent tété sur tété, ils les apprécient fortement comme mercenaires. Et Raoul, Guillaume et Renaud sont chauds à signer pour un gros salaire, surtout que Bohémond commence à avoir la main sur les finances et les argents ne coulent pas aussi bien qu'avant. Des trois conjurés, seul Raoul arrive alors à fuir et à rejoindre ses nouveaux maîtres. Pour Guillaume et Renaud, là en revanche, ça va pas être la fête. D'après Jean Flory, Bohémond va les soumettre à un duel judiciaire et ensuite les énucléer. Faut dire que la pratique est assez courante chez les Grecs, et vu le sens de l'humour assez singulier de Bohémond, il a certainement vu là quelque chose d'assez marrant à faire. Puisque tu veux rejoindre les Grecs, fais comme chez eux. À la fin d'année 1082, Bohémond met alors le siège devant Larissa, siège qui va durer environ 6 mois, d'après Anne Comnène. Au début d'année 1083, Alexis décide enfin d'intervenir pour cette fois vaincre pour de bon le jeune Normand. Il va utiliser une nouvelle stratégie, basée sur la ruse, et celle-ci cette fois va fonctionner. Au lieu de se concentrer sur comment lutter contre la cavalerie normande, il le sait, Bohémond a quand même pris la confiance. Il mène 2-0 dans la guerre d'Ego, et en plus de ça, c'est un Hauteville, il est assez orgueilleux.
Du coup, Alexis fait revêtir alors à son beauf les insignes impériales et le met bien en évidence, alors que lui est caché derrière la cité. Bohémond, voyant alors que celui qu'il prend pour l'empereur est à portée de main, histoire de prendre une calotte, et qu'en plus de ça il y a que peu d'hommes pour le surveiller, décide de prendre avec lui sa cavalerie et ses meilleurs hommes, et de charger sur celui qu'il pense être l'empereur. Le faux empereur, comprenant alors qu'il se fait charger, décide alors de fuir à toutes jambes, laissant alors l'arrière des troupes de Bohémond sans chef. Alexis va alors en profiter pour prendre à lui ses meilleurs hommes, et charger le camp normand. Il va raser le camp, piller les richesses, les chevaux, les trésors de guerre, et repartir pour ses bases. Bohémond s'est fait gruger, il a plus de thunes, plus de camp, il va falloir expliquer tout ça au père. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bohémond n'a alors plus de thunes pour payer ses hommes, et la grogne commence à monter parmi l'armée. Il décide alors le tout pour le tout de partir en Italie pour aller piquer des billets dans sa tirelire. Sauf que, sur place, il doit laisser un nouveau commandant. Et ce nouveau commandant, si on en croit Anne Comnène, serait Pierre d'Alifa. Bohémond entame le voyage en Italie, et pendant ce temps, les Normands perdent alors la Thessalie, puis Castoria. Les Byzantins commencent à reprendre de plus en plus de territoire, les Normands, ne voyant pas Bohémond revenir, car le voyage ne se fait pas non plus en 2 heures, décident de rejoindre petit à petit soit les Grecs, soit de rentrer en Italie, et Bohémond, quand il revient sur place, a tout perdu. Dyrrhachium même est retombé, et le père ne va pas tarder à revenir. Sauf que toute l'avancée normande depuis 1081-1082 a tout été perdu par Bohémond. Ça, Robert, il risque de pas apprécier. À l'automne 1084, Robert reprend alors les choses en main, et a dû passer un sérieux savant à Bohémond, puisque cette fois, au lieu de laisser son fils unique, et probablement même, si vous voulez mon avis, son fils préféré, le seul second de l'armée, il va partir avec ses 4 fils. Avec Bohémond, bien sûr, mais aussi Roger Borsa, Robert et Guy. Bohémond n'est plus qu'un fils parmi les autres, et n'est plus le fils prodigue, le futur héritier. Bref, ensemble, ils établissent alors un nouveau plan de bataille. Là encore, je vais pas tout vous décrire, on avait vu ça dans la dernière vidéo sur Guiscard, et Robert va alors tomber malade, comme de nombreux Normands. Bohémond, quant à lui, va également tomber malade, et ça même assez violemment. À l'hiver 1084-1085, sur demande de son père, il va même partir pour l'Italie afin de se faire soigner, avoir des médecins un poil plus compétents et des traitements un poil plus forts. Faut dire que Bohémond doit entraîner une couche assez sévère, outre qu'un rhume. Toujours est-il qu'en juillet 1085, alors que Bohémond se refait une santé en Campanie, Robert casse sa pipe. Ne reste alors sur place que Sicklegate et Roger Borsa, à qui le pouvoir va alors passer tout naturellement, pendant que Bohémond lui n'est pas là, pour défendre ses positions. Bohémond n'a pas fini sa conquête des Balkans, l'Apulie est livrée tout entière à Roger Borsa, et le fils aîné de Guiscard n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais tout ça, vous vous en doutez, c'est pour la prochaine fois. Le bisou. Merci à tous les membres de la chaîne sur Tipeee et KissKissBankBank pour la production de cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez retrouver des pages de financement en description. Vous pouvez aussi m'aider en téléchargeant l'application de quiz historique Chronica, sur laquelle je bosse avec d'autres vidéastes d'histoire et qui est disponible sur iOS et Android. C'est un moyen gratuit de me soutenir moi et mes camarades si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Rebisous.